Fondelatte raconte. Christophe Fondelatte. Une formidable histoire aujourd'hui. C'est votre histoire, Maria Doyle. Bonjour. Bonjour Christophe. Tiré de votre livre « On ne voit bien qu'avec le cœur » qui paraît aux éditions Plomb. À l'âge de 9 ans, Maria, vous avez perdu la vue. Vous êtes devenue aveugle à cause d'une maladie génétique. Mais vous avez décidé de ne pas renoncer à votre rêve qui était de devenir chanteuse. Et à 20 ans, sans rien dire de votre handicap, vous êtes sélectionnée pour représenter votre pays d'origine, l'Irlande, au concours de l'Eurovision. Aujourd'hui, vous êtes mariée à un Français, vous vivez en France, vous vivez à Chanteux, en Lorraine, vous avez 7 enfants, la plupart sont des musiciens. Je vais raconter votre histoire, je l'ai écrite avec Simon Veil, la réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fondelatte. Venez avec moi, je vous emmène au tout début de cette histoire. En octobre 1974, à Dundalk, en Irlande, au-dessus de Dublin, tout près de la frontière avec l'Irlande du Nord, vous voyez ? À l'école pour filles Red Himmer. Allez-y, entrez dans la classe, mettez-vous dans un coin et assistez avec moi à la scène fondatrice de cette histoire incroyable. Regardez bien la petite fille qui lève le doigt au fond de la classe. Elle s'appelle Maria, elle a 9 ans. Oui, Maria ? Maîtresse, je vois tout flou. Et toutes les formes qui bougent autour de moi, c'est vraiment bizarre, j'arrive même plus à lire ce qu'il y a au tableau. Ah bon ? Viens au premier rang. Elle va devant. Je vois toujours rien, madame. Bon, écoute Maria, t'as qu'à rentrer chez toi, hein ? Je prendrai de tes nouvelles. Allez, file. La petite Maria rentre chez elle dans un demi-brouillard, un peu angoissant, et quand elle arrive, sa maman est dans la cuisine. Maria ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es pas à l'école ? J'ai un problème, maman. Là, par exemple, je vois pas ton visage. Si tu souris ou si tu souris pas, je vois même pas la couleur de tes yeux. Sa maman attrape une boîte de sel avec écrit en gros, en rouge, sel de table. Elle est à 2 mètres. Qu'est-ce qui est marqué là ? Je sais pas. Approche. Là, c'est écrit sel de table. Le lendemain, la mère l'emmène tout droit à l'hôpital, le meilleur de Dublin pour les pathologies des yeux. Le docteur qui les reçoit est très réputé. Il lui fait faire toute une batterie d'examens et à la fin de la journée, il est un peu ennuyé. Écoute ma petite Maria, je suis désolé mais il est encore un peu tôt pour poser un diagnostic. Faudra revenir demain, d'accord ? On va bien finir par trouver ce que tu as. En vérité, ça va durer 6 semaines, ce petit manège. 6 semaines à faire des allers-retours entre la maison et l'hôpital. Et chaque jour qui passe, Maria y voit de moins en moins bien. Les couleurs s'effacent totalement. Le ciel, les formes, les visages disparaissent derrière un rideau de brouillard de plus en plus épais. J'ai beau plisser les yeux, les écarquiller, les rouler dans tous les sens, me coller le nez au miroir, je n'arrive même plus à me voir dedans. Et puis au bout de 6 semaines, le verdict tombe. Bien. Nous pensons que Maria est atteinte d'une maladie génétique rare, la maladie de Stargardt, sous la forme de Fundus flavimaculatus, qui est une forme transmise par les 2 parents. Il faut que les 2 parents soient porteurs du gène. Vous avez d'autres enfants, n'est-ce pas ? Il est possible qu'ils soient atteints eux aussi, donc on a besoin de faire des analyses génétiques complémentaires de tous les membres de la famille. Quelques jours plus tard, le médecin prend la mère à part. Écoutez, madame, ce que j'ai à vous dire est un peu délicat. Mais d'après les examens génétiques, votre mari n'est pas porteur du gène. Vous, oui, mais lui, non. Il n'est pas le père de Maria, n'est-ce pas ? Pour la soigner, on a besoin de connaître la vérité. Elle bredouille. Elle pensait garder son secret pour l'éternité. Alors oui, elle a eu une relation avec un marin espagnol, Teodoro González.
Mais comment je vais expliquer ça à Maria? Son père, c'est son père. Je vois pas comment je vais faire. Si vous voulez, je vais m'en charger. Et c'est donc le docteur qui, avec beaucoup de pédagogie, se met à expliquer le problème à la petite Maria. Alors, je vais te raconter quelque chose d'important, Maria. Imagine que tu es sur une plage, avec des millions de grains de sable. Tu ramasses un de ces grains de sable, n'importe lequel, et puis t'en prends un autre. Eh bien, ces 2 grains de sable, ils vont donner un 3e tout petit grain de sable. Et ce petit grain de sable, c'est toi. Ah bon? Et ce grain de sable, c'est ta maman. Et celui-là, c'est pas ton papa qui est assis à côté de toi, tu vois? C'est celui de ton vrai père. Teodoro González, il s'appelle. Il habite très loin, en Espagne. Et c'est parce qu'il a un problème et que ta maman a le même, que t'es né avec cette maladie. T'as compris? La gamine se tourne vers son père. Ça veut dire que t'es pas vraiment mon père? Ouais, c'est ça. Je t'aime comme si j'étais ton père, mais c'est pas moi qui t'ai faite. Et le docteur ajoute, maintenant, Maria, tu vas devoir changer d'école, aller dans un institut pour aveugles. Là-bas, on forme les jeunes filles pour devenir opératrices téléphoniques. Ah non, mais ça va pas. Moi, je sais chanter. C'est pas la maladie qui va m'empêcher d'être chanteuse. Je veux être une star, comme Barbara Streisand. Il faut quand même que je vous dise, les parents de Maria ne sont pas riches. Ils habitent le quartier le plus pauvre de la ville. Le père est plâtrier et la mère s'occupe de ses 4 enfants. Chez eux, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau chaude et l'électricité, c'est 2 heures par jour maximum. C'est important de savoir ça parce que ça explique la réaction de Maria à tout ça. Elle a l'habitude. Et par ailleurs, elle a perdu une petite sœur, Donna, il y a quelques mois. Elle avait 2 ans. Alors tout ça, c'est une épreuve de plus. Rien d'autre. Voilà. Et donc, dès le début, elle ne veut pas qu'on la traite différemment parce qu'elle est aveugle. Ce qui arrange bien sa mère. Maria, tu peux monter ça dans ta chambre, s'il te plaît? Maria, est-ce que tu peux faire un saut à l'épicerie? En revanche, à l'école, ça devient difficile. Et du coup, l'idée d'une école spécialisée fait son chemin, à contre-cœur, Et il y en a une à Dublin, un internat tenu par des sœurs de la charité. Il paraît qu'il y a une piscine. Alors elle est d'accord. Le jour de la rentrée, elle arrive avec ses 2 petites valises, un collège à la Harry Potter, vous voyez? En pire. Ce qui me frappe le plus, c'est le silence. Dans une école normale, on entend plein de cris, de rires. Dans la cour de récréation, ça remue, ça s'agite, ça déborde de joie. Ici, rien de tel. Il règne un silence total. Tout semble ralenti. Dans sa classe, ils sont 8 à apprendre le braille. Mais Maria a la tête ailleurs. Ça ne lui plaît pas. Elle veut repartir. Et vous savez ce qui la terrifie? C'est sa voisine de dortoir, Mary. Elle a des yeux en verre. Si. Quand elle se lave les dents, elle l'entend à côté qui enlève ses yeux. Ça fait plop, plop, comme un bruit de bouchon, terrifiant. Et puis après, elle les met dans un verre d'eau. Plouf, plouf, comme un dentier. Un cauchemar. Alors quand elle rentre le week-end chez ses parents, elle les supplie. Papa, maman, s'il vous plaît, je veux rester à la maison. C'est horrible là-bas. J'y retournerai pas, c'est pas possible. Écoute chérie, on se donne jusqu'à Noël, d'accord? Le temps de voir si ça s'arrange. Ok? Alors elle y retourne, avec l'impression de rentrer à Alcatraz. On est début novembre, elle ne tiendra pas jusqu'à Noël. Dans sa tête, il y a comme une petite voix qui lui dit « Reste pas là, tu vas mourir ici. Faut que tu partes. » Alors un matin, elle demande à la religieuse
J'ai une lettre pour mes parents. Je peux aller les mettre dans la boîte aux lettres devant l'école? Oui, vas-y. Mais dépêche-toi, hein, les cours vont bientôt commencer. Et elle s'enfuit. Elle veut rentrer à pied chez ses parents, 80 kilomètres. Elle marche toute la journée, à l'instinct, comme un pigeon voyageur, comme si elle avait un GPS dans la tête. Et puis le soir arrive, elle a fait quoi, 15 kilomètres. Et elle entend le bruit d'une mobilette qui s'arrête devant elle. Et puis une voix d'homme, jeune, douce. Tu vas où? Vous êtes un kidnappeur? Non, je suis pas un voleur d'enfants. Dis-moi juste ce que tu fais là. Je peux pas vous dire d'où je viens, mais je peux vous dire où je vais. Je rentre chez moi à Dundalk. S'il vous plaît, aidez-moi à rentrer à la maison. En mobilette, c'est trop loin. Mais le gars la ramène chez lui et il appelle son frère qui a une voiture. Maria le guide de mémoire, elle connaît la ville par cœur. Et ils arrivent dans la rue de ses parents. Voilà, hein, dis donc. Il y a la police, il y a plein de gens, je vois même des religieuses. Ça doit être devant chez toi. Toute la police d'Irlande était à sa recherche. Maria saute au cou de sa mère, qui se tourne alors vers les religieuses. Vous êtes des incapables? C'est fini. Maria retournera pas dans votre école. Hein? Je la garde ici, c'est moi qui vais l'éduquer. Et vous avez de la chance qu'elle soit encore en vie. Son ancienne école accepte de la reprendre, à condition que la mère l'aide à apprendre ses leçons par cœur. Chaque soir, elle me fait répéter des centaines de mots, de vocabulaire, mes tables de multiplication, mes leçons d'histoire, la grammaire, la géographie. Mais à l'école aussi, ça n'est pas simple. Il y a une petite peste là, qui tourne autour en permanence et qui chantonne. Elle y voit rien, elle y voit rien. Du coup, Maria rentre de l'école en pleurant. Le lendemain matin, la mère déboule dans la classe sans frapper. Qui dit à Maria qu'elle y voit rien? Qui? Et là, comme un seul homme, tous les mômes tournent la tête vers la petite peste. La mère file tout droit sur elle, elle lui enfonce le doigt dans l'omoplate et elle lui dit « Tu ne te moques jamais plus de ma fille, d'accord ?» Et elle s'en va en claquant la porte. Tu sais pourquoi tu chantes si bien, Maria? Parce que Dieu, là-haut, a fermé tes yeux, mais à la place, il t'a donné une voix. Hein? Et cette voix, elle va t'ouvrir des portes. C'est grâce à ce talent que tu vas réussir. Alors tous les soirs dans son lit, Maria fait une prière. Cher Dieu, j'ai besoin de toi pour devenir vraiment quelqu'un, pour montrer que je suis né pour une raison précise. Maria a déjà participé à des concours de chant, du temps où elle voyait. Elle en a gagné un. Elle avait 5 ans. Pourquoi est-ce qu'elle arrêterait aujourd'hui? Sous prétexte qu'elle ne voit plus, on ne chante pas avec les yeux. Donc après l'école, elle prend des cours de chant. Et en mai 1978, elle a 13 ans. Elle chante au Maytime Festival de Dundalk. Dans la salle ce jour-là, il y a un couple d'Américains de passage, Bill et Bee. Ils la voient chanter dans sa petite robe verte en velours. Ils sont bouleversés et ils se mettent en tête de la faire venir aux États-Unis pour se lancer dans une carrière de chanteuse. Ils collectent de l'argent, 5 500 $, et 6 mois plus tard, Maria débarque aux États-Unis avec sa mère. Je suis surexcité.
Vu de notre île, l'Amérique reste un Eldorado, le pays du succès, là où on fait fortune. On croit encore si fort au rêve américain que ce voyage me paraît incroyable, à moi qui veux devenir chanteuse. À New York, Maria est accueillie comme une star. La petite Irlandaise aveugle qui chante comme un ange. Elle enchaîne les concerts, notamment dans la communauté irlandaise. Au fil des séjours, elle va dans les plus grandes salles, New York, Chicago, Las Vegas. Mais c'est en Irlande que sa carrière explose. À 17 ans, elle croise la route de John Dee, qui devient son manager. Il va falloir changer de nom, ma petite, hein? On va t'appeler Maria Christian. Et crois-moi, on va entendre parler de toi. Et un jour, elle croise le compositeur irlandais Brendan Graham, un faiseur de tubes pour l'Eurovision. Ah, l'Eurovision! Elle suit le concours depuis qu'elle est toute petite. On restait scotchés devant notre écran jusqu'à l'attribution du dernier point au dernier pays, tard dans la nuit. Comme tous les apprentis chanteurs de l'époque, je rêvais d'y participer. Et là donc, à 19 ans, le messie de l'Eurovision lui propose sa dernière chanson, « Wait Until the Weekend Comes ». C'est une soirée télé qui décidera qui représentera l'Irlande à l'Eurovision. Ils sont 8 finalistes et Maria est de loin la moins connue. Un truc important, elle n'a pas dit qu'elle était aveugle. Elle a juste parlé d'un petit problème de vue. Wait until the weekend comes and goes. Et elle gagne. C'est elle qui représente l'Irlande à la prochaine Eurovision à Göteborg, en Suède. Et puis arrive le grand soir, le 4 mai 1985, à Göteborg. C'est elle qui ouvre le bal avec « Wait Until the Weekend Comes ». The name of the song is something I suppose we've been doing all week. Wait Until the Weekend Comes. Singer is Maria Christian, conducted by Noel Keelan. Wait until the weekend comes, then we'll have what time it takes to sort it out. Elle n'oublie aucune parole, aucun geste, aucun regard à la caméra pour donner l'illusion qu'elle voit. Et elle fait un sans faute. Et elle finit 6e du concours. Avec un seul regret, ses parents n'ont pas été invités. Quand Maria revient à Dundalk, toute la ville l'acclame, comme une princesse. Elle vient tout juste d'avoir 20 ans. Mais si tout ça n'était qu'un mirage? Et évidemment, dans la foulée, elle enregistre son single « Wait Until the Weekend Comes », qui de semaine en semaine atteint la 15e place du hit parade. Elle n'a plus qu'à partir en tournée. Sauf que son manager a d'autres plans. Pendant 2 mois, il l'installe en résidence dans un grand hôtel de Dublin à chanter pour des touristes américains qui ne la connaissent pas. Elle ne donne même pas un concert dans sa ville. Son impresario est un nul. Il est en train de couler sa carrière. Alors Maria part à Londres pour tenter de se relancer. Elle décroche un rôle dans une comédie musicale, Cendrillon, qui doit se jouer à Belfast dans 1 mois et demi. Et puis, elle fait une petite tournée aux États-Unis, où personne n'a jamais entendu parler de l'Eurovision. Elle redémarre à 0. Et elle se retrouve à chanter des ballades irlandaises. Et c'est pas son truc. Son truc, c'est la pop. Son truc, c'est Donna Summer, c'est Whitney Houston. C'est ça, son univers. Et donc, elle rentre à Dundalk. Et elle repart à Londres et se retrouve à chanter dans les pubs, à 20 livres la soirée.
Et puis à Londres, on lui présente Tony, le patron d'une maison de disques. Il lui demande de chanter. « Ah oui, très bien, très bien. Dieu m'est témoin, je vais faire de toi une star. » Elle enregistre 2 titres en studio. L'ingénieur du son, Harry, est enthousiaste. « Waouh, qu'est-ce que tu chantes bien. Tu sais vraiment tout faire, hein. Ça va marcher, c'est sûr. » Sauf qu'Harry la drague. Et au bout d'un moment, juste avant la sortie du disque, elle met les choses au point. « Harry, je ne suis pas amoureuse de toi. Tu comprends ?» Oui, mais il insiste. Il achète 2 billets d'avion pour un voyage en amoureux en Floride. « Je suis obligé de refuser, Harry. On en a déjà parlé. Je ne suis pas amoureuse de toi. Et je suppose que si on part ensemble en Floride, c'est pas pour se reposer. » Ok, Maria, ok, très bien, mais crois-moi, ça va pas se passer comme ça. Et il s'en va en claquant la porte. Entre-temps, Maria rentre en Irlande pour les fêtes de Noël. Et là, elle reçoit un coup de fil glacial de Tony, le patron de la maison de disques. « Nous sommes très déçus par ton attitude, Maria, vis-à-vis d'Harry. Il est vraiment attaché à toi, tu sais. C'est quelqu'un de bien. » « Mais enfin, Tony, je ne l'aime pas. Je peux pas partir avec un homme pour qui je n'ai pas de sentiments. » « Écoute, Maria, c'est très simple, hein. Tu n'as pas ce qu'il faut pour devenir une star, d'accord ? » Et il lui raccroche au nez. Et le problème, c'est qu'elle n'a rien signé avec eux, aucun contrat. Un soir, elle est dans un pub à Dundalk avec des amis. Dans un coin, la télé diffuse Top of the Pops, le hit parade anglais. Et au milieu du brouhaha, elle reconnaît un air. « Hé, mais c'est ma chanson !» Elle presse le bras de son voisin. « Qu'est-ce que tu vois à l'écran ?»« Bah, je vois une fille, rousse, qui chante, sur un disque qui tourne. » Elle reconnaît les chœurs, les harmonies, et même sa voix qui est mélangée à la voix de cette fille. Les salauds. Si j'étais parti avec Harry en Floride, c'est sans doute moi qui serais passé à Top of the Pops. Mais contrairement à beaucoup de gens dans le show business, je ne suis pas stratège pour un sou. J'ai tendance à profiter de l'instant, à m'en satisfaire, à ne pas trop penser à l'avenir. Je rêve évidemment de pouvoir vivre du chant et d'être reconnu, mais je ne suis pas prête à faire n'importe quoi pour y arriver. Après tout ça, Maria veut revenir aux sources, revenir chez elle, en Irlande. Et tant pis si elle doit se contenter pour vivre de son allocation handicapée, 50 livres par semaine. Elle se met à l'aérobic et elle ne chante plus. Un matin, on frappe à sa porte. Elle va ouvrir. Ce sont 2 jeunes missionnaires mormons. Elle est très croyante, Maria. Elle fait sa prière tous les jours. L'un des 2 jeunes mormons a un accent français. Allez savoir pourquoi, elle se dit « Ah, celui-là, c'est mon futur mari. » Et elle ne s'est pas trompée. Parce que depuis, ils ont eu 7 beaux enfants, presque tous musiciens. Et depuis 26 ans, Maria vit dans un petit village de Lorraine, Chanteux. Et à Chanteux, eh bien, elle chante toujours. « I rest in you ». Mon envie de chanter est toujours aussi grande. Je n'ai pas de plan de carrière, pas de rêve de gloire. Je voudrais juste remonter de nouveau sur scène, donner du plaisir aux autres et surtout témoigner, cette fois sans dissimuler mon handicap, que tout est vraiment possible. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Fly too far, but back to where you are. C'est votre fils, Maria, qui vous accompagne au piano sur cette chanson, n'est-ce pas ? Oui, tu as raison, Christophe. C'est votre fils aîné, hein ? Oui. Comment il Mon s'appelle ? fils. Emmanuel, comme son papa. Ils sont tous musiciens. Sauf un qui elle danse. Elle fait de danse classique, mais elle danse très très bien. Ouais. Qu'est-ce que vous apporte dans la vie la chanson ? Tout en fait, parce que je pense
quand je suis devenue aveugle, j'avais cette rêve dans mon cœur depuis tout petit. Je chantais même avant de parler. Et cette voix, ma voix, c'est elle qui m'a donné cette force de continuer, d'aller plus loin. Et je m'imaginais, comme je dis souvent, ma maladie, c'était le ciel tout noir. Et j'étais cette petite étoile sur le côté. Et c'était mon rêve de chanter et de briller pour tout le monde. Est-ce que c'est un rêve de chanter devant des gens ou est-ce que le vrai bonheur, votre vrai bonheur, les chanteurs disent souvent que ce qui les remplit de bonheur, c'est la vibration au niveau du plexus, là, de la poitrine. Oui, en fait, quand moi je suis sur scène, c'est là que je suis pas aveugle, en fait. Vraiment, j'ai l'impression de tout voir, de tout sentir. Et en moi, cette émotion que ça me donne et de donner ça aux autres, en fait, je me sens comme un oiseau qui vole. J'ai pas besoin de faire attention à ci, attention à ça. J'ai juste besoin de chanter et de me vider, en fait. C'est ça le chant pour moi. Est-ce qu'il y a une version braille de votre livre ? Ou est-ce qu'il y aura une version braille de votre livre ? Ça, je sais pas trop parce qu'elle vient juste de sortir, mon livre, mais je l'espère parce que mon message, justement, c'est j'espère que je peux donner de la force à tous ces petits-enfants qui m'écoutent, qui peut-être en train de devenir aveugles, qui peuvent vraiment réaliser tous leurs rêves. Tout est possible. Alors, si on revient au tout début, on est surpris tout de même par votre réaction. Vous avez 9 ans. Et vous encaissez le choc de votre cécité, j'ai envie de dire sans broncher, en tout cas sans vous effondrer. À quoi ça tient ? Alors je pense parce que la vie que j'avais en Irlande, elle était très difficile. On était pauvres et l'année avant, j'avais perdu ma petite sœur, elle est morte dans les bras de ma maman. Et pour moi, il n'y avait rien pire que la mort. Et moi, quand ils avaient annoncé cette nouvelle, dans ma tête tout de suite, j'avais pensé, mais tiens, toi, t'es en vie, t'as 9 ans et demi, t'as déjà vu plein de choses que ta petite sœur n'aurait jamais vues, et t'as de la chance. Et j'avais mon petit copain aussi, qui n'avait pas de jambes. Alors lui, il nous suivait partout, son papa lui a fabriqué un petit skate, et lui, il était heureux. Et je me suis dit, si lui, il est heureux sans ses jambes, moi, je peux être heureux sans mes yeux. Et en plus, comme j'avais cette rêve de chanter, j'ai dit, mais j'ai pas besoin de mes yeux pour chanter. Je peux faire tout ça sans voir. Et puis il y a votre maman, c'est-à-dire qu'on voit bien en lisant votre livre que votre maman vous insuffle une énergie incroyable. Oh, ma mère, c'est tout pour moi, vraiment, et c'est pour ça que j'ai dédié mon histoire, cette livre pour elle, parce que c'est son histoire aussi. Parce qu'après, bien sûr, quand j'ai su, en fait, que mon papa est cette Zorro qui habite quelque part en Espagne, je me sentais si spéciale, si différente, et quand elle m'a raconté tout mon début dans ces foyers de la Madeleine Lingeries, et tout son parcours horrible. J'ai pas raconté l'histoire de votre mère, oui, qui est une enfant de ces fameux foyers irlandais. Oui, des Madeleine Laundries, elle était enfermée comme des prisons en fait. Et les enfants étaient vendus et volés. Ils étaient mis à l'adoption sans des fois l'accord des filles. Moi, j'ai eu de la chance parce que ma grand-mère, elle nous a trouvé la trace. Elle avait déjà 12 enfants. Elle a trouvé la trace de sa fille. Et on est sorti de cette prison. Ouais. Mais maman, elle était obligée de se battre, vraiment de se battre. Et c'est grâce à cette force qu'elle avait que j'ai hérité de cette même force. Quelle est la place là-dedans ? On est en Irlande dans les années 70, très catholique. Quelle est la place de la foi dans cette envie de vaincre ? Mais pour moi, dans ma maison, c'était très important parce que là, on avait vécu des choses très difficiles et le catholisme, c'était très important. Le petit communion, la foi, c'était tout ce qu'on avait quand on n'avait pas à manger. Quand à foi, il restait la prière. Et il reste la prière et ça donne une force. Ouais. Et c'est vrai, ça aide. Ça m'a aidé beaucoup à moi et ma famille. La révélation du secret de famille, d'abord, est-ce que c'est une révélation ? Parce qu'on dit toujours que les secrets de famille, on les perçoit, on les connaît pas, on n'est pas capable de les verbaliser, mais est-ce que vous vous doutiez de quelque chose ? Non. Pas du tout. Je pense que si je ne serais pas devenue aveugle, je serais jamais, maman n'aurait jamais divulgué ce secret. Ce secret-là. Oui. J'aurais resté la fille de Patrick McCabe, encore aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment son secret. Elle voulait le garder. Ça a changé votre relation avec votre père ?
Je parlais pas trop avec après parce que je l'aimais beaucoup, mon papa qui m'a élevée. Et c'est juste depuis, il y a pas longtemps, quand il est mort, que j'ai vraiment discuté beaucoup avec maman à propos de mon père, mes racines, parce que c'est vrai, je suis coupée en deux. Je connais beaucoup le côté irlandais, mais il y a un côté de moi, je connais pas du tout. Et je sais, il est en moi parce que c'est grâce à lui si j'ai cet handicap. Ouais. Parce qu'ils étaient deux Ouais. pour me faire. Mais lui, par contre, il sait pas qu'il est porteur. Du Mais gène. Il sait pas. Vous avez cherché à le retrouver d'ailleurs, ce Teodoro González. Il a un nom extraordinaire. Oui, alors, c'est une question délicate, Christophe, parce que, en fait, je veux pas venir frapper à sa porte et dire, mais tiens, t'as fait une fille, je suis aveugle. Assume. Oui, je veux pas, parce que. Mais s'il vient, lui? Voilà. Mais là, si un jour, mais peut-être une de ses enfants, parce que peut-être j'ai des demi-frères et demi-sœurs, qu'ils disent, peut-être avec cette livre, je jette à la mer comme une bouteille, qu'ils disent, peut-être c'est peut-être notre père. Moi, je connais, il était marin, et c'est vrai, il était en Irlande. Écoute, c'est peut-être toi. Je préfère que c'est plus magique. Je veux que ça soit pas un miracle, mais oui, un miracle, que ça vienne plutôt de lui. Pas moi. Je comprends. Voilà. Alors, quand vous vous présentez à ce concours de l'Eurovision, vous ne dites pas que vous êtes aveugle. Vous dites quoi? Vous dites j'ai un petit problème quand même, parce Voilà, que un petit il faut bien problème se de vue. déplacer sur scène. Moi, les gens, ils pensaient que je voyais mal, Oui. mais pas à ce point. Alors, c'est sûr, comme aujourd'hui, j'avais toujours quelqu'un qui m'accompagnait, mais j'ai utilisé tous mes sens et tous les matins, c'était vraiment, tout était calculé, je le savais tout, mais je voulais pas de la pitié. C'est la pitié. La pitié. Je voulais pas que les gens ils disent oh le pauvre. Même ça arrive, Christophe. Là, moi je ose pas aller au magasin avec ma canne blanche parce que regarde, la semaine dernière j'étais au magasin avec les petits, mes deux dernières, et j'avais la canne avec moi. C'est rare, mais il y avait un homme qui était devant moi. Il a dit quelle belle femme, quel dommage. Et c'est des petites choses Vous comme l'avez ça. entendu? Oui. Il sait pas que vous l'avez entendu. Moi, je pense que si. Il a parlé quand même assez fort. Il fallait être sourd, je crois. Je suis aveugle, mais pas sourd. Et belle. Et Vous voilà. êtes belle. Ouais, c'est gentil. Mais je voulais pas cette pitié. Et j'avais peur aussi parce qu'à l'époque, dans les années 60, 70, 80, l'handicap, il y avait pas la même vue sur les handicapés. Et c'était mal vu d'être handicapé. La preuve, mon papa, tu avais dit tout à l'heure, il était plâtrier. Il voulait immigrer en Australie pour changer de vie après Donna, après la mort de Donna, Ouais. un an après. Mais tout le monde a passé l'immigration. Ils m'ont refusé. J'avais que 10 ans. J'étais un petit gamin. J'étais interdit d'aller en Australie pour faire une nouvelle vie avec mes parents. On se rend pas compte. C'est- Aujourd'hui, ça serait une opportunité. Vous seriez jeune, vous vous lanceriez aujourd'hui dans la chanson, vous diriez aujourd'hui que vous êtes aveugle, on ne parlerait que de vous parce que vous êtes aveugle. Aujourd'hui, parce que c'est différent. Parce que maintenant, c'est une force en plus si tu arrives avec un handicap. Mais à l'époque, non. À l'époque, non. C'était mal vu. C'était mal vu de pas voir. D'ailleurs, vous n'êtes pas complètement aveugle. Il vous reste un tout petit pourcentage. Vous voyez la lumière. La lumière. Et voilà, pour moi, c'est extraordinaire parce que je n'aime pas le noir déjà. Et cette lumière, ça me donne cette force de je sais pas, comme une énergie. Cette lumière grâce à cette lumière, je veux briller et je suis toujours en recherche de la lumière. Et le fait que j'ai cette petite lumière qui rentre, ça me console énormément. Et votre avantage, ce qui va vous aider dans ce concours de l'Eurovision, vous suivez les caméras des yeux. Comment vous faites d'ailleurs? Alors, je sais pas si je les suis. Je pense que c'est plutôt... J'ai regardé la vidéo. Oui, en fait... À non. aucun moment ça ne se voit. Oui, en fait, je fais les mêmes gestes à le même temps à chaque répète, tous les matins. Et je pense, parce qu'il y avait 6 jours de répète, Ouais. et je pense que les caméramans, ils se rendaient compte, parce que c'était des pros, ils se rendaient compte que quand je dis catch the tide, il y a des mots-clés, ils savaient qu'elle va faire ça là, et ils ont travaillé en fonction de moi, Ouais. Donc ce sont eux qui ont répété ce que vous faisiez. je pense. Hmm. Ouais. Ce sont eux qui vous ont suivi et pas vous qui les avez suivis. Quand vous fuyez l'école pour aveugles de Dublin à pied, comment est-ce que vous faites Alors, pour ça- vous déplacer? Parce que ça, quand même, Alors, vous faites 15 kilomètres sur des routes que vous ne connaissez pas. Alors, toutes les allers-retours que j'ai fait quand même avec maman à l'hôpital à Dublin, Ouais. j'avais quand même cette 6e sens qui est vraiment très développé. Et en fait, c'est comme en red alert. Tu vois, tout te devient comme, tu vois, tu es en red D'accord. alert. Voilà. Ouais. Et je le savais avec cette sens où il fallait aller, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et j'étais une très, très bonne actrice.
très très bonne actrice. Et quand les gens ils disaient bonjour, je disais bonjour, ça va. Et je suis entrée dans ce magasin et j'ai dit à cette dame, écoute, j'ai perdu ma pièce pour le bus. Toujours sans montrer que vous êtes aveugle. Toujours. Et ils me croyaient, les gens, ils avaient aucun doute. Elle me donnait la pièce, je prenais le bus et hop, j'étais sur O'Connell Bridge. Et là, je le savais, c'était tout droit. C'est pas compliqué. Le Dublin Road, il y a que un Dublin Road et c'était tout droit. Et je suis allée tout droit. Tout droit. Il y a une dernière séquence dont je veux qu'on parle. C'est ce moment où vous tentez de rebondir à Londres et vous tombez très exactement sur le type de producteur sur lequel sont tombées beaucoup d'actrices de cinéma. C'est la fameuse affaire Harvey Weinstein. Il faut coucher pour réussir. Au fond, c'est ça qui vous dit Tony. Puisque t'as pas couché, tu chanteras pas. Voilà, mais c'est ça. Et moi, comme j'étais très bonne catholique, je pouvais pas faire ça. C'est le catholicisme qui vous joue un sale tour à ce moment-là, vous dites. Mais non, moi je pense que je suis contente que j'ai pas fait ça. Je suis très heureuse que j'ai pas pris ce chemin-là. Je serais peut-être malheureuse aujourd'hui et je serais pas ici en train de discuter de mon livre avec toi et j'aurais pas mes 7 enfants. Je pense que j'ai sacrifié peut-être ma carrière parce que je voulais pas coucher, mais je suis fière de moi. C'est tout. Aujourd'hui, si quelqu'un vient vous voir et vous dit on fait un disque, Maria. Je serais contente. Vous serez contente. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Avec mes enfants qui jouent derrière moi, là. Il y a un truc à faire là. Ça serait vraiment un super Parce que rêve pour moi. Vous parlez comme Jane Birkin. Oui, vous chantez comme Jane Birkin. Mieux. Je sais pas comment elle chante, Jane Birkin. Elle chante bien? Puis le bonheur pour qui se sauve. Oui, voix, toute petite voix. Ah non, moi j'ai pas une petite voix. Ah non, j'ai une grosse voix. Ça c'est pas important. L'important c'est de chanter avec son cœur et c'est tout. J'ai adoré passer ce moment avec vous, Moi Maria aussi. Doyle, et je conseille à tous la lecture de votre livre qui s'appelle On ne voit bien qu'avec le cœur et qui sort aux éditions Plomb. Merci Christophe. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.